Et bien, donc bienvenue dans ce nouveau live où aujourd'hui le sujet de ce mercredi, c'est le tri des livres. On va voir ça ensemble. Alors, je fais d'abord juste une toute petite manipulation ici pour diffuser en direct. Donc, installez-vous, prenez de quoi écrire pour vous inspirer aujourd'hui. Voilà, super. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour parler du tri des livres et surtout pourquoi et comment trier les livres parce que les livres, c'est un sujet délicat. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec les personnes du programme Respire que j'accompagne en ce moment et c'est un sujet qui revient régulièrement au même titre que les vêtements, au même titre que la décoration, etc. C'est un sujet assez sensible. C'est un sujet assez sensible puisque les livres ont ce caractère très sacré, très historique. En tout cas, c'est un poids historique, c'est un poids culturel et éducationnel. Il y a beaucoup de croyances autour des livres, il y a beaucoup de loyauté qui ressortent en tout cas dès qu'on aborde le sujet des livres. Et j'ai pu identifier quelques freins qui vous empêchent de trier et de désencombrer vos livres. Parce que clairement, on va pas se mentir, les livres, c'est génial, on passe de très bons moments avec les livres. Quand on aime lire, on aime en posséder beaucoup. Et en même temps, ça peut devenir des objets qui, au même titre que d'autres objets dans la maison, nous encombrent et nous étouffent au bout d'un moment, puisqu'on les range dans des bibliothèques ou dans des armoires ou même dans des cartons, et on ne les voit plus, on sait qu'ils sont là, et on a parfois des raisons de les garder qui sont pas les bonnes, qui sont irrationnelles même carrément. Bien, je vais regarder ici qui est présente avec nous en live. Euh, on va voir rapidement si tout fonctionne bien, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Je pense que oui. Envoyez-moi un petit pouce si c'est OK, si tout fonctionne bien d'un point de vue technique. Euh, alors, le sujet d'aujourd'hui, je vous disais, c'est donc les livres. C'est un objet qui encombre nos maisons, au même titre que les autres, mais pour lesquels il y a des grosses difficultés et des gros freins. Et c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors, le premier frein que moi j'ai pu identifier, c'est l'achat compulsif. Et l'achat compulsif, ça peut être pour les livres comme pour d'autres objets, effectivement. Mais le fait est que très souvent, beaucoup d'entre vous, vous m'avez fait part de ce comportement que vous avez, c'est de rentrer dans une librairie et de ressortir avec une pile de livres qui vous passionnent, où vous dites, oh voilà, j'ai envie de lire ça, j'ai envie d'apprendre ça, etc., j'ai un sujet que je veux traiter à fond et j'achète tous les livres sur le sujet pour m'éduquer, pour apprendre, pour passer un bon moment, etc. Ou même les romans où on se dit, voilà, j'adore cet auteur, je vais acheter tous les livres de cet auteur. Et donc on se retrouve avec une pile de livres dont on ne sait pas très bien à quel moment on va pouvoir libérer du temps pour, pour les lire. Alors dites-moi ici en commentaire si c'est votre cas, si vous avez tendance à faire ce genre d'achat compulsif. Et pour ce premier frein sur les quatre que j'ai identifiés, je voudrais vous partager quand même quelque chose, et ça vaut pour d'autres objets que pour les livres, c'est que il est parfois plus facile d'acheter un livre ou un vêtement ou un objet de décoration quand on ne va pas bien, plutôt que de se demander comment faire pour aller mieux. Et ça fait partie des petits sparadraps que l'on va coller sur notre petit cœur en se disant, ah, je vais acheter ce livre et je vais me sentir mieux. Et c'est là qu'on peut commencer une collection
de livres qui sont un peu des livres que je vais appeler livres sparadrap, qui vont venir nous aider à nous sentir mieux. C'est euh, cette pompe à dopamine, un petit peu comme quand on scrolle sur les réseaux sociaux, on se dit, ah, je vais trouver des choses qui vont m'aider à aller mieux, encore un contenu supplémentaire. Et là, l'achat du livre, l'achat compulsif fonctionne un peu de cette façon-là. C'est plus facile d'aller acheter un livre quand on ne va pas bien que de se demander comment faire pour aller mieux. Et ça, c'est une petite phrase que je vous propose de noter aujourd'hui, qui fait partie finalement des vrais freins que l'on peut avoir. C'est ces livres sparadrap. Je vais les appeler comme ça, puisqu'on parle ici d'achat compulsif pour compenser le fait qu'on ne se sente pas super bien, super heureuse. Et donc, on va chercher un petit peu ce bonheur, cette joie dans le livre, mais qui sont parfois des joies de courte durée. Parce que après l'achat, comme pour tout objet, il y a toujours cette phase de déception post-achat. Ça s'appelle comme ça. Il y a cette phase où on se dit, finalement, il est peut-être pas si génial que ça, ce livre. Il est peut-être pas aussi formidable que ce que j'aurais cru. Et vient après cette phase de déception post-achat, la culpabilité de ne pas trouver le temps pour lire ce bouquin. Dites-moi si ça vous parle. Alors, ça, c'était le premier frein. Le deuxième frein que j'ai identifié dans la difficulté qu'on a à désencombrer les livres, eh bien, c'est la valeur financière. Quand on met bout à bout la valeur financière de certains livres, beaucoup d'entre vous me disent, ah, mais je les ai payés cher, ces livres. Si maintenant je m'en débarrasse, je m'en défais, je les donne, eh bien, j'aurais un peu l'impression de jeter l'argent par les fenêtres. Or, en fait, cet argent que vous avez dépensé au moment où vous avez acheté le livre, eh bien, ce n'est pas en gardant le livre que vous allez récupérer cet argent. Ça, c'est une première chose. Ensuite, cet argent que vous avez mis dedans, c'était quelque chose, un acte volontaire, où vous êtes dit, je suis d'accord, je vote pour ça, je me le procure, je me procure ce plaisir de posséder ce livre, tout simplement. Et cet argent, en fait, il a servi à ça, à ce moment-là. Donc, la valeur financière, ça peut être un frein, mais il faut vraiment bien voir où est-ce que vous placez cette excuse de ça m'a coûté cher et si c'est pas un peu irrationnel, puisque le fait de garder le bouquin ne vous rendra pas l'argent, tout simplement. Et en plus, eh bien, cet argent, vous l'avez investi dans un livre et peut-être qu'à ce moment-là, ça vous a aidé à vous rendre compte que c'était un bon investissement, une chouette dépense, ou peut-être que vous êtes trompé et ça aura été le prix de l'apprentissage que, eh bien, le livre sur la peinture à l'huile, eh bien, bof, c'est pas pour moi, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est les deux premiers freins. Il y a d'abord l'achat compulsif et puis la valeur financière. Alors, je vais lire un petit peu ici vos commentaires que vous me faites ici dans le Zoom. Vous me dites que c'est bien vrai, voilà, ici Myriam, par exemple, n'a pas d'achat compulsif. Moi, j'ai beaucoup d'objets achetés compulsivement, dont des livres. Et voilà, ici, donc on parle d'achat compulsif. Je vois que certaines d'entre vous, en tout cas, c'est votre cas. Alors pour Gabriel, nous avons une sacrée somme en livres, une bibliothèque de 6 mètres sur 3 et trois autres petites. Donc voilà, on a ce côté qui peut être multiplié quand on a une famille qui aime lire. Et c'est aussi important de se rendre compte qu'une fois qu'on a lu un livre, on peut se dire qu'on va le conserver ou pas. Mais ça, je vais le voir, je vais voir après avec vous comment on va désencombrer. Là, on est vraiment dans cette phase du pourquoi et c'est très important d'aller se poser les bonnes questions et d'aller voir où sont vos freins. Donc, on a ce premier frein d'achat compulsif et puis le deuxième frein de valeur financière. Ensuite, on a un autre frein et on va repartir dans les croyances. C'est
la fameuse phrase où vous dites, mais je le lirai un jour, je le lirai plus tard. Et là, très sincèrement, quand on est dans cette idée que on peut repousser et procrastiner cette action de lire un livre qu'on a acheté parfois il y a 6 mois, un an, certaines m'ont déjà dit plusieurs dizaines d'années, donc il y a déjà 20 ou 30 ans que je possède certains livres que je n'ai jamais lus, mais un jour je les lirai. Eh bien, sachez que non, vous ne les lirez pas. C'est vivre dans une illusion que vous pouvez tout faire, tout vivre. Et ça vient nourrir chez nous cette, cette illusion qu'on peut être éternel et que rien ne s'arrêtera jamais. En nourrissant cette illusion, en fait, ça vient contrecarrer l'angoisse qui vient quand on se rend compte que nous sommes mortels. Et cette mortalité, cette idée de notre finitude, elle est extrêmement angoissante. Et c'est vraiment une idée et une inspiration que j'ai eue de Christophe André qui disait que lorsqu'on se rend compte que l'on ne pourra pas tout vivre, voir tous les films, vivre tous les voyages, lire tous les livres, faire toutes les recettes, etc., qui existent dans le monde, eh bien, on prend alors conscience de notre finitude et ça peut être une angoisse. Et là, la solution, elle est dans l'acceptation. Alors, ce que je dis là, ça peut être un peu facile et un raccourci rapide, mais à partir du moment où on accepte que oui, on ne pourra pas tout lire, tout faire, voir tout le monde, découvrir l'ensemble du monde, quand on rentre dans cette acceptation, eh bien, on finit par s'accepter soi aussi et avoir beaucoup plus d'amour pour qui on est et ce que l'on vit ici sur Terre dans notre expérience de vie. Et c'est beaucoup plus apaisant. On vient alors apaiser cette angoisse. Donc là, ce troisième frein, il est dans cette idée, cette illusion que l'on peut tout vivre. Et le dernier frein que j'ai identifié, il y en a certainement d'autres, mais en tout cas, ce sont les quatre principaux, c'est l'idée qu'on doit être et qu'on s'impose d'être gardien ou gardienne de la mémoire collective, de la mémoire familiale, avec cette idée que, attention, c'est un livre rare, qu'on ne trouve pas souvent, je le garde alors pour quelqu'un d'autre. Et là, alors, vous commencez à conserver des ouvrages, plus pour vous-même, mais pour les autres, pour qui vous ne le savez pas encore. Et là, c'est paré à toute éventualité, et c'est encore de nouveau cette angoisse du futur où vous donnez un rôle qui peut être extrêmement pesant. Et là, je vous invite, si vous vous reconnaissez dans ce frein, dans ce profil de gardien de l'esprit collectif, de la mémoire, de l'histoire, qui vous demande d'être gardien de cette mémoire? Qui vous impose ça? Allez très sincèrement vous poser la question à l'intérieur de vous-même. C'est une vraie question à se poser et comme je le dis souvent, posez-vous la question et en même temps, prenez le temps d'écouter la réponse. Ça, c'est l'étape qu'on oublie assez régulièrement. Voilà. Et donc là, de manière générale, les livres, au même titre que les vêtements, les disques, les DVD, les CD, tous ces petits objets de décoration aussi, ce sont des émotions qui sont liées à la possession de ces livres. Euh, et donc, c'est de voir si vous mettez votre bonheur à l'intérieur de ces livres ou si vous pouvez choisir de mettre le bonheur à l'intérieur de vous et que votre bonheur ne soit pas lié à la possession de ces livres. Donc là, je suis dans vraiment le pourquoi. Pourquoi trier? Eh bien, parce que parfois vous étouffez. Il y a vraiment cette notion de j'aime les livres et en même temps, je n'ai plus de place chez moi. Et en même temps, ça prend la poussière. Donc là, on va aller sur
sur cette idée de comment on va aller les désencombrer. Et peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui possèdent des ouvrages qui aujourd'hui n'ont plus beaucoup de sens. Et là, je fais sourire beaucoup de personnes en disant, si vous avez, par exemple, un dictionnaire, un Larousse, un Robert, qui date de plus de 20 ou 30 ans, eh bien, il est peut-être temps de le renouveler. Et probablement que vous avez un dictionnaire plus récent, mais vous gardez celui-là parce qu'il y a peut-être des petites choses qui ne sont pas les mêmes que dans les dictionnaires plus nouveaux. Et donc, les raisons pour lesquelles vous les gardez, pour lesquelles vous gardez ce gros volume de livres, n'a pas vraiment de sens. Quand on parle de valeur financière, je retrouve très souvent, dans beaucoup d'habitations, chez les personnes chez qui je désencombre, des encyclopédies universalis. Qui les consulte encore aujourd'hui, ces encyclopédies qui ne sont plus du tout à la page, euh, sauf évidemment qu'on ne va pas refaire l'histoire, mais très sincèrement, quand vous avez besoin de consulter une information, vous n'allez plus consulter vos encyclopédies universalistes qui vous ont peut-être coûté un bras à l'époque, mais vous allez chercher les informations sur Internet. Idem si vous avez 50 livres de recettes de cuisine que vous aimez feuilleter quand vous avez le temps, mais régulièrement pendant la semaine, vous vous dites, OK, j'ai des courgettes et des pommes de terre, qu'est-ce que je fais? Google, je vais voir sur Internet. Et donc, il y a des livres de cuisine que vous n'avez pas consultés depuis très, très longtemps. Voilà, Gabriel ici qui me dit le dictionnaire de mon papa de 1901. Oups. Oui, alors les dictionnaires, c'est impressionnant la place que ça prend et très sincèrement, on ne les consulte plus. Ou bien des dictionnaires de français anglais, français allemand, français néerlandais, français italien, que vous ne consultez plus quand vous voulez traduire quelque chose, vous allez sur Google Translate. Très sincèrement, c'est souvent comme ça que l'on fait. Les guides du routard, les guides du routard que je retrouve partout et qui sont périmés aussi, puisque en 4 ans, on va prendre l'exemple de ces 4 dernières années, énormément d'établissements, d'hôtels, de Airbnb ont changé. Vous n'avez plus les mêmes établissements. Donc le guide du routard d'il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, il ne faut pas qu'il ait 10 ans, votre guide du routard, pour être périmé, eh bien c'est trop tard et ce n'est plus d'actualité. Il faut un petit peu les voir comme des magazines d'actualité. J'ai dit donc les livres de cuisine. Si vous avez aussi un livre qui vous explique comment fonctionne Windows 3.1, bah, franchement, ça ne peut plus servir à beaucoup de personnes, même si votre filleul fait des études d'informatique. Voilà, dites-moi si ça vous parle tout ça. Voilà, les dictionnaires, en tout cas, ça parle à beaucoup, beaucoup d'entre vous. Pour Gabrielle, ici, elle me dit, ça me parle la mémoire collective, les livres qui pourraient servir un jour à d'autres personnes. Donc là, on peut vraiment se poser la question de la nécessité de les conserver. Alors, ce que j'ai noté aussi pour vous par rapport au désencombrement, c'est les solutions que vous pouvez avoir pour euh, éliminer les livres que vous allez trier. Parce qu'une fois que vous avez fait votre tri, eh bien, il y a diverses solutions pour pouvoir les éliminer, les faire sortir de votre maison. Parce qu'une fois qu'on a fait un tri, c'est très bien de trier, mais si ça reste dans votre maison, ce n'est que déplacer le problème. Désencombrer, c'est l'action de faire sortir de chez soi. Alors, soit vous pouvez les donner, ça c'est la version la plus simple et celle qui fait le plus de bien aussi quand on sait qu'on va donner et que ça va servir à quelqu'un. Il y a aussi le fait de jeter. Ça peut sembler être un sacrilège, mais encombrer des bibliothèques ou des boîtes à livres avec des encyclopédies que plus personne ne va jamais consulter, ce n'est pas un acte de don très solidaire. C'est plutôt je me débarrasse de mon problème et quelqu'un d'autre devra s'en occuper. Les livres, si on regarde très froidement ce que c'est, au-delà de l'information, c'est du papier. Et le papier, ça se recycle très bien.
Donc, il y a l'option du don dans une boîte à livres, dans une association, au travers des plateformes Internet. Vous pouvez les donner et vous pouvez aussi les revendre. Et pour ça, il y a plusieurs applications. L'application Momox vous permet de scanner les codes barres des livres pour vérifier la valeur que ça a. Et Momox est une plateforme qui collecte et achète à des tout petits prix, c'est vrai, des livres d'occasion pour les revendre sur sa plateforme de vente de livres d'occasion et même sur Amazon. Quand vous achetez un livre d'occasion sur Amazon, eh bien, c'est Momox qui s'en occupe. Vous avez aussi la plateforme et l'application Amareal qui est le même principe et qui vous propose de racheter vos livres à des prix très petits, c'est vrai, mais si vous avez une grande quantité, ça peut être une bonne solution pour désencombrer une bonne fois pour toutes vos livres. Et une fois que votre bibliothèque est désencombrée, que vous avez gardé l'essentiel de ce qui vous plaît, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est de garder ce qui vous plaît. Eh bien, quand vous organisez et vous rangez vos livres dans une bibliothèque, mettez-les à la verticale et évitez à tout prix les rangements trop serrés. Quand c'est trop serré et qu'il n'y a plus de place pour placer la moindre nouvelle euh, le moindre nouveau livre qui arrive, c'est difficile de se sentir dans une maison qui respire, dans une maison qui est agréable. Donc, quand vous organisez vos livres pour que ça soit esthétique, laissez un peu d'espace. Laissez aussi la place pour d'autres objets de décoration que vous avez envie de mettre en évidence. Dans une bibliothèque, ça peut être quelque chose de très joli. Vous pouvez jouer aussi avec les couleurs des tranches des livres pour avoir un aspect coloré, arc-en-ciel, tous les bleus ensemble, tous les verts ensemble, tous les mauves ensemble, par exemple. Ça peut être une très très chouette idée pour avoir un rangement qui soit esthétique et faire aussi de vos livres des objets décoratifs. Voilà, j'espère que ce live sur le rangement et le désencombrement de vos livres vous a inspiré. Moi, je vous retrouve régulièrement ici pour le mercredi. Exceptionnellement, aujourd'hui, je l'ai diffusé sur la page de Range ta vie pour qu'un plus grand nombre puisse en profiter. Sachez aussi, et dans mon actualité, je vous en parle, que ici au mois de juin, je termine les inscriptions pour la formation des home organizers. Donc, on termine ici l'inscription, les inscriptions pour le mois de juin. La prochaine inscription pour la formation Devenez home organizer aura lieu au mois de septembre. Donc, pour celles qui ont envie de devenir home organizer comme moi et accompagner les personnes pour faire de leur intérieur un havre de paix, eh bien, c'est peut-être l'occasion de passer à l'action. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.